On va enchaîner avec la discussion. Donc on va faire venir sur le podium des locaux. Yann Victor, s'il est là. Dominique Saragaglia. Elvire Servien et Philippe Néret. Donc la discussion va porter essentiellement sur la gestion des complications, la prévention d'entre elles et les artifices que vous pouvez, vous experts, utiliser. Pour cela, on va se baser déjà sur un premier cas, une dame de 55 ans, déjà opérée d'une ostéotomie à gauche avec un bon résultat, qui vient pour les symptômes douloureux sur le compartiment interne du genou droit. Cette dame a eu donc une ostéotomie tibiale de valgisation et au moment de lâcher le garrot, cette fois c'était pas le nerf, un saignement important avec une section complète de l'artère et de la veine poplitée. Ça s'est bien fini puisque finalement il y a eu une suture directe par le chirurgien vasculaire qui était sur place et la patiente a complètement récupéré et l'ostéotomie a consolidé. Ma première question est de savoir si on a vu que Christian Clay il avait un petit artifice technique avec un rétracteur qui positionne derrière, qui le fixe derrière avec ses broches. Je voulais savoir si vous avez des outils, des moyens techniques. Est-ce que vous utilisez notamment un garrot pour se rendre compte immédiatement de ce problème-là? Est-ce que vous faites votre ostéotomie en flexion ou en extension? On va commencer par l'invité, par Yann Victor, qui n'a pas encore parlé. Et bonjour. En répondant sur vos questions, je peux vous dire qu'on fait l'ostéotomie en extension complète. Je commence toujours avec une rugine en décollant le périoste en postérieur. Et après avoir fait cela, je mets un rétracteur Oman. Et je le laisse en place dans la même direction de la broche, la même direction de l'ostéotomie. Et donc, quand je passe après avec la scie ou avec les ostéotomes, c'est toujours protégé en postérieur par ce Oman qui est un peu plus large que normal. Donc, il a une taille d'à peu près 7 mm. Et de cette façon-là, je crois qu'il est presque impossible de couper la veine, les nerfs et l'artère. Ça suffit ? C'est déjà bien. Merci. Est-ce que certains d'entre vous contrôlent radiographiquement le positionnement du Oman pour être sûr qu'il soit poussé notamment assez loin en latéral? Moi, je peux ajouter que je suis étonné que tu fasses l'ostéotomie en extension. Oui. Parce que ça, c'est recette pour avoir des problèmes. Le genou, ça s'opère plutôt en flexion. Non, je le laisse en extension. En fait, il y a des études qui démontrent que la distance est nettement meilleure en extension qu'en flexion. Et je suis d'accord, point de vue intuitif, tu dirais, bon, on est plus sûr en flexion. Mais du coup, quand tu regardes les études là-dessus, les études anatomiques, il n'y a pas raison de faire ça. Et honnêtement, je n'ai jamais eu une lésion de l'artère ou de la veine avec une ostéotomie d'ouverture. Je peux ajouter aussi une dernière chose. Sur la radiographie que tu as montrée, le niveau de l'ostéotomie est important également. C'est-à-dire que si on est au bon niveau, on a peu de risque d'avoir un traumatisme vasculaire. Si l'ostéotomie est peut-être un petit peu basse, on peut vraiment être très proche des artères. Je suis content de pouvoir faire un petit commentaire parce que moi, j'ai déjà abîmé une artère en faisant une ostéotomie. Donc, je peux vous faire part de l'expérience. Suite à cette lésion artérielle, le patient s'est surtout manifesté par des troubles sensitifs au début, comme ça peut arriver. Et on a étudié la littérature, écrit un article à ce sujet, fait des études aussi de la position de l'artère. Le problème, c'est que l'artère, elle est superficielle par rapport au tendon poplité, sauf dans 7% des cas où elle est contre l'os. Donc, c'est pas si simple d'être sûr qu'on ne va pas l'endommager. La deuxième chose, c'est que la scie
Et l'oscillation de la scie, elle est relativement importante. Et si on utilise des scies rigides, on a beaucoup plus de risques que si c'est des scies qui sont fines. Donc je pense aussi qu'il faut utiliser des scies qui sont fines. Et la protection à utiliser pour être derrière le tibia, il faut éviter de passer 36 fois des instruments, comme tu l'as signalé. Donc nous, on utilise une raspatoire un peu large et après on introduit cet instrument qui est radio-opaque, ce qui permet d'éviter de manipuler à nouveau l'outil derrière le tibia. Et il faut qu'il soit suffisamment large. Ce que je reprocherais à Oman, c'est que c'est pas large assez pour être certain qu'on ne va pas avoir la lame qui passe à côté du Oman. Oui. Merci Philippe pour la clarification. Il est vrai que dans, je pense, 2% des cas, vous dites 7% des cas, il y a une bifurcation de l'artère qui passe devant le muscle poplité, c'est vrai. Donc pour cela, il est très important de vraiment laisser le rétracteur tout proche de l'os. Deuxièmement, je n'utilise la scie que pour couper la partie médiale du tibia et tout le reste, je fais avec l'ostéotome. Donc j'évite la scie pour couper vraiment en profondeur. Ça regarde bien. Oui, moi je vais faire un commentaire. J'utilise exactement la même façon que fait Yann Victor. Je mets toujours les genoux en extension. Je passe d'abord une rugine, ensuite un Oman qui je pousse le plus loin possible pour refouler vers l'arrière. Et surtout, la lame de scie, il faut faire très attention à ne pas la mettre vers l'arrière. Il faut aller de dedans vers le dehors. Et puis en ayant le contact contre le métal. À partir de ce moment-là, et si on est relativement superficiel à la corticale postérieure, la lésion vasculaire est ultra exceptionnelle. C'est arrivé une fois dans mon service pour une séquelle de traumatologie où les vaisseaux n'étaient pas tout à fait au même endroit, ils étaient collés. C'est arrivé à un de mes collaborateurs, il s'en est aperçu tout de suite, donc l'affaire a été réglée sans problème. Mais en chirurgie, je dirais, habituelle du génuvarum, personnellement, je n'ai jamais eu de complications vasculaires. Même à l'époque où je faisais des fermetures, je faisais exactement la même chose. Je passais mon Oman derrière et globalement, il n'y avait pas vraiment de souci. D'autre part, effectivement, c'est important de ne pas aller jusqu'au bout avec la lame de scie, d'une part parce qu'on risque de casser la corticale opposée, et ensuite c'est très bien de finir au ciseau progressivement, notamment la corticale postérieure. À ce moment-là, on ouvre de manière un petit peu plus délicate, et globalement, ça se passe vraiment très bien. Pour continuer sur la scie, je crois que Christian Clay utilise une scie particulière. Christian, you use a specific blade, saw blade? Yes, so thanks. Anyhow, I really enjoyed the discussion because it seems that everyone has experiences with the whole thing and finds his own way to basically get through the problematic part of cutting the posterior cortex. Well, obviously this all had been a huge problem for ourselves as well, and I was trained in Hanover and learned to cut the posterior cortex just by the feel of the tip of the saw blade. So we were riding on this posterior cortex without any retractor at all. So my first 1,000 osteotomies I made without any retractor. And that also worked, but we have encountered problems with this aberrant branch of the popliteal artery that was already described. So even that can be handled. You open the osteotomy to an extent that allows you to go in with a forceps and then you just cauterize it. Anyhow, it's not nice to have that because it bleeds at an amount of an radial artery and you don't want to see that during your surgery. So this is when I tried to bring in retractors to the back. The problem is when you want to have a retractor in the back of the tibia, you approach it from the front and you want to have it in the back. So I therefore redesigned the whole approach and put my retractor posterior to the medial collateral ligament. So I have kind of a double split incision. So the incision, the skin incision is the same, but the windows in which I work is anterior and posterior of the medial collateral ligament. And that made it really absolutely easy. The only thing is, if you put in a metal solid Hohmann retractor and you have a saw that has quite a throw, then you encounter problems in really feeling the posterior cortex cut. You sometimes just feel hitting against the Hohmann retractor. So we designed another Hohmann retractor which has a special groove and that you can basically fix to the bone, because any retractor is just as good as the assistant who holds it. So when this retractor loses track, you can still get into the neurovascular structures.
So, and the last thing is, well, I know that many surgeons encountered problems with the precision saw from Stryker, but in fact, it's a great tool because it's always sharp. You get it as a fresh tool. It's a tremendously sharp instrument. And once you learn to really feel the difference there and the abilities that this saw has, it gets you further. But there's my personal perspective to that. I guess you need to be safe with your technique. That's the most important thing. And I'm really happy to see and hear that everyone is quite comfortable with the technique he provides. And that's the most important thing. Thank you very much, Christian. Alors, on n'oublie pas les autres experts, mais on va évoquer d'autres complications péropératoires qui sont un petit peu moins exceptionnelles, heureusement, que les plaies artérielles. Alors évidemment, on en a un tout petit peu parlé au début de la session, c'est la fracture de la charnière, qui est la mère des complications des ostéotomies. Un tout petit rappel rapide sur les classifications de Takushi et de Nakamura. Sur le point idéal de la charnière, 10 mm de la corticale latérale, 15 mm sous la surface articulaire. Et alors justement, comment éviter les fractures de charnière ? On va peut-être poser la question à Elvire dans un premier temps, en péropératoire. Ça peut tous nous arriver, bien évidemment, mais globalement, moi, je dirais que mes petites astuces, c'est quand je mets mes broches, je mesure la taille de ma broche qui va jusqu'à la corticale opposée, et je prends des scies gradués systématiquement, et je vais aller à la distance L de ma broche, moins 5 mm. Voilà. Astuce. Ok, merci. Sébastien Parat, peut-être, si tu peux nous donner ton avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous, même à distance, et de partager cette passion des ostéotomies. Alors effectivement, on a des solutions pour protéger la charnière, et une des solutions qu'on a mis en place à Marseille avec des systèmes initialement de guides de coupe spécifiques sur mesure, c'est une broche de charnière qu'on va laisser pendant l'ouverture de l'ostéotomie et qui va protéger la charnière. On s'est aperçu dans les études anatomiques qu'à partir de 10 mm d'ouverture, il y avait quasiment systématiquement une fracture de cette charnière. Alors vous allez me dire, c'est sur les autres cadavres, c'est pas comme dans la vraie vie. Néanmoins, on a pris l'habitude, même sans utiliser les systèmes de PSI, de mettre en place cette broche de charnière qui nous augmente la résistance biomécanique de la charnière de près 8 fois celle qu'elle est normalement. Et puis on est même allé plus loin, et Christian pourra donner son avis aussi là-dessus. Maintenant, on met même une vis de charnière et on s'aperçoit que le retour à l'appui des patients est incroyablement plus rapide, probablement parce qu'on stabilise non seulement par la plaque médiale, mais aussi par cette vis de charnière latérale. Et donc la broche sert pendant l'ouverture, et puis la vis en post-opératoire sert pour dynamiser en fait le montage et autoriser un appui plus précoce. Et on a des résultats même pour des ouvertures très importantes qui sont assez impressionnants. Merci beaucoup. The same questions for Miles. Do you use a tool for preserve the hinge perioperatively? I think that the reason that we tend to break the up into the knee joint is that we don't cut the posterior cortex properly, and then we force the osteotomy open, and because it's fixed posteriorly, a fracture will go up into the into the joint. Now the key for me for preventing a fracture is to make sure the posterior cortex is adequately cut. Okay, thank you. And if the osteotomy won't open easily when you first try, it's not a good idea to force it. It'll only cause it. And I think if you do get that fracture, and I'll put my hand up and admit that it's perhaps me. Thank you. On peut passer the appropriate treatment is to close the osteotomy, which reduces the fracture, then put a screw in there. Yeah.
On va justement voir un petit peu les techniques qui existent. On peut passer au diapo de... Merci. Donc on a vu, il y a plusieurs tips and tricks. L'utilisation d'une broche, éventuellement d'une vis, la planification du point de la charnière. Un petit truc qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est de bien libérer le ligament collatéral médial. Et idéalement aussi une ouverture progressive, par exemple comme on l'a vu dans des communications avec des lames de Lambotte, avec d'abord la première, la plus proximale, puis distale. Dis-moi, Elvire. Je peux ouvrir le débat parce que tu dis libérer le LLI. Moi, je pense dans les grosses ouvertures, il faut le couper. Hein. Oui, oui. Il ne faut pas le libérer, ça par rapport. Enfin, pour moi, c'est pas pareil. Hein. On est bien d'accord. Pour moi, une grande ouverture, si on le coupe pas, ça s'ouvre. Il y a plusieurs techniques. Il y en a qui le décollent complètement, le superficiel, et sinon, en effet, il est plutôt recommandé de faire une section transversale du faisceau superficiel. Si on ouvre différemment, on peut s'exposer à des fissures, à des fractures du plateau tibial externe. Et alors, si jamais ça arrive en péropératoire, une fracture de charnière ou du plateau tibial externe, qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez la situation? Yann Victor, peut-être? Parce que tu as l'habitude. Parce que tu as l'habitude, dit monsieur du jour, mais c'est pas vrai. En fait, à mon avis, le plus important dans cette condition, c'est de restaurer, réparer l'interligne articulaire, la surface de l'articulation. Donc, je dirais de prendre en primaire la réduction de la fracture et même oublier l'ostéotomie. Et d'abord restaurer l'articulation, parce que si tu perds l'articulation, tu as tout perdu, il ne te reste que la prothèse totale après. Donc je dirais, si possible, faire une réduction de la fracture, fixer la fracture et traiter comme une fracture de plateau tibial, et puis laisser guérir. À mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Sauf si tu as des options techniques qui te permettent de continuer avec l'ostéotomie, mais franchement, je ne vois pas comment tu peux le faire. Mais je ne sais pas, peut-être... oui. Oui, moi j'ai une certaine expérience de ce genre de complications et j'avoue que je ne m'en préoccupe absolument pas. Surtout quand il n'y a pas de marche d'escalier intra-articulaire, et ça, jamais de marche d'escalier intra-articulaire, c'est un crack sous le plateau tibial et le cartilage il n'est pas touché. Quand on met des plaques à tête de vis verrouillées, ça consolide très bien. Il ne faut surtout pas le dire au patient, il ne s'en aperçoit pas, et les suites sont aussi simples que si on n'avait pas eu ça. C'est publié d'ailleurs, quand j'ai présenté ma série, j'ai publié en 2012 124 cas, j'avais 8% de complications avec un refend du plateau tibial. J'appelle pas ça une fracture, j'appelle ça un refend. C'est quand le ciseau à frapper n'est pas assez loin. On ouvre, puis on entend un crack. Et je dis à l'interne, j'ai cassé le plateau tibial. Je mets ma plaque, je fais un contrôle. Il y a un refend qui monte au niveau du plateau tibial externe et ça n'a aucune conséquence. C'est pas la peine de s'affoler, c'est pas la peine d'aborder du côté opposé pour mettre une vis en compression ou quoi que ce soit. Ça consolide très bien et il n'y a pas de souci particulier. Et c'est basé sur une douzaine de cas à peu près. Ça m'est arrivé et je ne le cache pas, c'est pas un problème. Et dans ce cas-là, vous retardez l'appui ou non? Ils reprennent l'appui à 45 jours. Et quand on voit l'évolution radiologique, ben ce crack, ces petites ouvertures sous le plateau se comblent comme l'ostéotomie. Et ça pose vraiment aucun problème à partir du moment où on est des vis verrouillées. Parce que c'est très rigide du côté interne et ça ne déstabilise pas du côté latéral. Mais vous parlez maintenant d'une fissure qui se retrouve vraiment en externe. Hein? Sous le plateau tibial externe. Voilà, oui, mais vraiment... Ah oui, très latéral. Voilà. C'est quand le ciseau à frapper n'est pas allé assez loin. Oui, voilà. Mais je crois que la question, c'est vraiment une fracture qui passe... Au milieu des épines tibiales. Au milieu voilà, si ça passe au milieu des épines tibiales, là, bon, c'est une faute technique parce qu'on n'a pas fait l'ostéotomie assez loin. Et là, par contre, effectivement, la vis, on peut mettre une vis en complément, mais simplement une vis de compression. Tout simplement. À partir du moment où il n'y a pas de marche d'escalier, ça consolide très bien aussi. C'est en os spongieux, il n'y a pas de souci. Moi, je parle des cracks du côté latéral. Mais du côté, au milieu des épines, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas.
Un commentaire. Il faut bien faire la différence entre un trait de refend, comme vient d'évoquer Dominique, et effectivement, ne rien faire est une bonne solution. La grosse fracture, évidemment, il faut la traiter. Et puis la fracture de la charnière, comme vous indiquez. Parce que s'il y a la fracture de la charnière, quand vous allez faire la correction, vous allez perdre en correction. Et en fait, on ne peut pas valgiser comme on le souhaite. Alors là, c'est pathologique. Et là, il faut traiter, mettre une agrafe en dedans ou en dehors. Enfin, ça dépend où vous avez fait l'ostéotomie. Et c'est ça qui doit conditionner la prise en charge ou non de la fracture de la charnière. Est-ce qu'on peut avoir la correction souhaitée sur le plan axial ou pas ? On va rebasculer sur le diaporama, s'il vous plaît. Alors justement, oui, là il y avait un exemple de fissure du plateau tibial externe qui était un tout petit peu déplacé, qui a été synthésé tout de même. Et là, en effet, on discute plus des fractures de charnière. Alors, on peut utiliser des fixations latérales par agrafe, par vis. Il y a un petit artifice technique avec la plaque Tomofix qui permet d'utiliser une vis bicorticale sous le foyer d'ostéotomie. Et classiquement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais retarder l'appui si on a l'habitude de mettre en appui complet d'emblée. On est tous d'accord. Donc, on a bien vu que la fracture de charnière, c'était quand même péjoratif. On peut avoir évidemment un risque de retard de consolidation, de perte de correction et de pseudarthrose. Donc par exemple, ce patient, 49 ans, gros fumeur, aux antécédents de reconstruction du LCA et ménisectomie interne à l'âge de 33 ans, qui donc a eu une ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne avec une plaque verrouillée 6 mois auparavant, mais qui a toujours des douleurs quasi permanentes, avec une radio à 2 mois qui n'est pas très inquiétante, mais on peut deviner quand même la fracture de la charnière, et à 6 mois une pseudarthrose complète. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Néret, peut-être? Oui, bon, il est fumeur, on va lui dire de s'arrêter de fumer, il va peut-être pas le faire, mais je vais pas attendre tellement plus longtemps, parce que si on est à 6 mois, c'est quand même beaucoup. La deuxième option, c'était de mettre une greffe. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas consolidé ce patient? Ça, c'est la question. Une greffe, c'est toujours possible. Le montage, il n'a pas l'air si mal que ça quand on le regarde comme ça. Donc c'est pas la greffe, c'est bien, mais ça résout pas tout. Il faut qu'elle soit dans des conditions mécaniques satisfaisantes. Tu peux revenir en arrière, juste que je vois les options que tu avais proposées. Avance, s'il te plaît. Voilà. Greffe plus plaque. Là aussi c'est complexe. Hinge plus ostéosynthèse. Qu'est-ce que tu veux dire par hinge plus ostéosynthèse? Tu veux dire mettre un graphe en dedans et en Est-ce qu'il faut en plus, si on fait l'option changement de plaque, greffe, est-ce qu'il faut aussi aller en externe pour synthéser la charnière? J'entends pas. Est-ce qu'il faut éventuellement aussi aller sur la corticale latérale pour synthéser la charnière, ouais, même si on a changé la plaque et greffé? Là, moi, je trouve que la situation n'est pas très simple. Donc, j'aurais plutôt tendance à aussi aborder du côté externe pour fixer la zone du côté externe. Mais c'est pas très simple parce que le patient n'a pas consolidé et pourtant le montage paraît pas mal. Donc on a l'impression qu'il y a des facteurs biologiques qui interviennent aussi. Donc j'aurais tendance à faire un peu plus que traditionnellement, c'est-à-dire effectivement une greffe fixée de l'autre côté. Le montage était quand même pas si mauvais. Pourquoi le défaire et le refaire, ça me paraît très curieux en dedans, quoi. Sébastien Parat, tu as vu le dossier? Tu veux nous donner ton avis? J'ai vu le dossier et si je vois bien sur la radio, on dirait que l'ostéotomie est un petit peu basse en fait, ce qui peut expliquer potentiellement le retard de consolidation. Enfin là, on est même plutôt dans une pseudarthrose chez ce patient. Une des options, c'est effectivement la greffe et encore une fois, cette vis de charnière est intéressante parce qu'elle permet d'être moins agressif en latéral et peut permettre d'obtenir une consolidation pour stabiliser l'ensemble. Et si on remet les images, Alban, si je vois bien depuis l'ordinateur,
on a l'impression que l'ostéotomie était un petit peu basse pour expliquer le retard de consolidation, puis la pseudarthrose en fait. Et je vois plus les images là. Non plus. Ouais, hop. Et on a l'impression que le trait d'ostéotomie en latéral finit un petit peu plus bas que ce qu'on aimerait en fait. Et ça peut expliquer les choses. Donc effectivement, là, si on n'a pas de synthèse latérale et s'il n'y a pas une excellente stabilité latérale, j'ai peur que ça ne consolide pas. Et comme disait M. Néret, effectivement, comme disait Philippe, le montage en médial est plutôt bien. Donc ça peut être intéressant d'aborder qu'en externe, de greffer et de fixer en externe, soit par une agrafe, soit par une petite plaque demi-tube, afin de stabiliser l'ensemble et d'optimiser la consolidation. Est-ce que le fait que ça soit un fumeur, ça t'aurait fait contre-indiquer l'ostéotomie, en tout cas tant qu'il fume? Si je devais contre-indiquer les fumeurs à Abu Dhabi, je n'opérerais personne. Donc en pratique, non. Je vais être d'autant plus attentif au montage, au trait de coupe et à la hauteur de coupe. Et je serai d'autant plus attentif de ne pas faire trop mini-invasif pour les risques cutanés aussi qu'on voit parfois. Yann Victor ? Oui, si je peux ajouter deux petites choses. La première, c'est qu'à mon avis, il faut se méfier d'une infection chronique dans ce cas. Et deuxièmement, chez nous actuellement, la nicotine est une contre-indication pour une ostéotomie d'ouverture. À mon avis, là, il y a vraiment une bonne indication pour l'ostéotomie de fermeture si les gens ne savent pas s'arrêter avec les cigarettes. Parce que j'ai vu trop de malunions, non-unions à cause de la nicotine. Monsieur Saragaglia ? Oui, Philippe, on a discuté en aparté. Oui, dans le cas présent, moi j'ai eu quelques cas comme ça, j'utilise pas l'Atomofix mais avec un autre système, où j'ai vu des consolidations survenir à 1 an. Et je me souviens d'un patient que j'avais revu à 9 mois, j'avais programmé une intervention chirurgicale qu'elle avait annulée, et je l'ai vue à 14 mois, elle était consolidée. J'ai mon dossier dans l'ordinateur, c'est dommage, j'aurais pu amener le dossier pour vous le montrer. Et puis j'ai d'autres cas, à partir du moment où les gens marchent dessus, qu'ils n'ont pas mal, et que le montage ne bouge pas, je crois qu'on peut très bien attendre jusqu'à 1 an. Si maintenant ils sont douloureux et qu'on a l'impression que ça bouge un petit peu, je pense que c'est bien à ce moment-là de faire, plutôt que de tout démonter, faire une greffe in situ, comme un cloward du côté latéral, simplement pour mettre de l'os neuf, pour faire consolider. Le montage ici, il est bon, ce qu'on disait avec Philippe Néret. Tout enlever, c'est un petit peu dommage, ou alors, si on a un doute sur le matériel, on enlève, mais on met du matériel neuf, mais dans la même position, pour ne pas s'exposer secondairement à une rupture de vis et une rupture de plaque. Mais il faut garder les mêmes trous, parce qu'à ce moment-là, on va avoir des ennuis. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas se précipiter. 6 mois, c'est dans les livres, la pseudarthrose, mais j'ai vu des pseudarthroses consolidées, on voit ça sur des clous centromédulaires, on voit ça sur des ostéotomies. Parfois, on attend, quand les gens n'ont pas mal, il n'y a pas le feu à les réopérer. Moi, je voudrais faire une petite remarque, si je peux. Premièrement, les fumeurs, je pense que ça va s'imposer de plus en plus en Europe qu'il ne faut pas les opérer s'ils ont de la nicotine. Il y a déjà des pays où ils refusent de les opérer, comme en Suède, dans les pays scandinaves. En Allemagne, ils sont sur cette voie aussi, et ça va forcément devenir quelque chose d'admis. Et la deuxième chose, c'est que moi, un petit peu contrairement à Dominique, 6 mois, c'est un délai qui est assez raisonnable. Après 6 mois, je préfère voler au secours de la victoire plutôt que d'attendre jusqu'à 14 mois. Christian Clay qui voulait intervenir. On est un petit peu en retard, si if you can be... So hurry up. It's good that I may once again answer in English. I can understand the French quite well, but speaking is a different thing. So anyhow, what I do or we do in these cases is, as the position is quite good, still of the osteotomy, as far as I could see that, I sent those patients initially after 6 months. If it does not, really I start at 4 months. That's my threshold. But if it doesn't really consolidate, I send them to shockwave treatment. And I'm not talking about the normal shock waves that orthopedic surgeons have in their cabinets just to raise some money. I'm talking about lithotripters. So the machines big enough to get onto kidney stones. So this is where I send the patients. And in 40% of these so-called delayed unions, that leads to rapid healing.
So the best surgery, obviously, is the one that you don't have to revise, and therefore that is somewhat helpful sometimes. For all the other cases, and if it does not lead to final consolidation, I go for grafting. And obviously my experience is from Tomofix applications in Hanover, but I can say 6 months is quite some time, although obviously Dominique Saragaglia is right to say, well, it heals up to 1 year, but if the patient is painful after half a year, he needs an answer to that. The last thing, I haven't seen problems and issues with smokers. In our own series, multicentric study with 533 patients, we haven't seen any implications in osteotomies using a Tomofix plate. Obviously, that's just restricted to that, but we haven't seen implications in terms of smokers. Merci Christian. On est un petit peu en retard, donc on va conclure cette discussion si vous êtes d'accord. Je vais juste vous montrer sur le cas clinique ce qui a été fait. Si vous pouvez repasser sur les diapos, s'il vous plaît. On peut repasser sur les slides, s'il vous plaît. Donc en pratique, j'ai réussi à convaincre ce patient d'arrêter de fumer. Il a fait un volumineux hématome post-opératoire. Alors je vous dis quand même que les prélèvements péropératoires étaient stériles. Il a fait un gros hématome post-op et une infection profonde à J10 post-op à Staph aureus sensible. Il a été lavé, antibiothérapie pendant 45 jours et ça s'est bien fini heureusement en changeant la plaque et en mettant une autogreffe osseuse et en synthésant la charnière externe. Merci beaucoup. On va continuer la session.